En 99, j'étais joueur et en 2011, je suis sélectionneur. Et c'est pas du tout la même chose quelque part. Marc Èvremont n'a jamais eu l'ambition de devenir sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Pourtant, c'est lui, alors qu'il est simple entraîneur de Dax, une petite équipe de 2e division, que Bernard Lapassé choisit en 2007 pour succéder à Bernard Laporte. Le président de la Fédération française de rugby le reçoit chez lui, en robe de chambre et en pantoufles. Je m'appelle Manon Fossat. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Géants du rugby. Pour Marc Èvremont, l'aventure commence plutôt bien avec un grand chelem dans le tournoi des 6 nations en 2010. Mais les contre-performances s'enchaînent et le climat devient très tendu avant le début de la Coupe du Monde en 2011. C'est dans ce contexte qu'il emmène ses joueurs pour un stage au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. C'est le pays des justes, symboliquement, le Chambon-sur-Lignon. Il y avait un peu une symbolique assez sympa. En tout cas, elle est chouette, cette préparation. Et j'ai toujours aimé ces moments où on crée du lien, où on fait des exercices, un peu de team building, des trucs un peu cons, un peu sympas. Donc faire du cagni rando, avec des chiens de berger donc, qui tirent les joueurs, où ils doivent aller construire ou travailler dans des fermes en Haute-Loire, où on bannit les véhicules et tout se fait à vélo. Des trucs hyper sympas en fait. Suer et se muscler dans la bonne humeur, c'est l'objectif de ce stage. Les joueurs poussent des tracteurs à la force des bras, ils se lavent à l'eau froide après avoir dormi quasiment à la belle étoile. Et puis, s'ils sont bons au tir à l'arc, ils ont le droit à du saucisson et du fromage, voire même un peu de vin rouge pour les meilleurs. Après 2 mois de préparation, c'est l'heure du départ pour l'autre bout du monde. On est au pays du rugby, hein. Ça fait un petit moment qu'on s'était projeté là-dessus. On est en Nouvelle-Zélande. La scène se passe dans une marée, un lieu sacré de la culture maori. Le chef du village arrive, torse nu, une lance à la main, le corps tatoué, la langue tirée jusqu'au menton. C'est un message de bienvenue pour l'équipe de France. On a assisté à un nombre incalculable de haka, parce que dès que tu débarques, tu as droit à un haka des étudiants, un haka des femmes maoris, un haka du personnel de l'hôtel, des hakas d'accueil. On se prépare sur un site qu'on avait choisi, qu'on avait repéré à Takapuna, en bord de mer, à quelques kilomètres de Auckland. Et non, c'est plutôt sympa. On me souvient de séances de paddle en récupération. Et l'ambiance n'est pas aussi lourde que beaucoup le disent, quoi. Et c'est vrai qu'il y a en permanence ce climat assez lourd. Et les médias, en plus, qui nous comparent régulièrement, moi, à Raymond Domenech. Hein. Bon, pourquoi pas, moi, je trouve qu'il y a peu de comparaisons. Et il y a un climat assez négatif, quelque part. Par exemple, et comme c'est le cas pour chaque Coupe du Monde, World Rugby propose à toutes les nations un certain nombre un cahier des charges quelque part d'actions humanitaires, des entraînements dirigés dans les écoles de rugby, et je dis jouons-la et vivons cette Coupe du Monde aussi en nous ouvrant justement, et on est la nation qui a accepté le plus de missions comme ça. C'était sympa, les remplaçants, des fois tout le groupe. J'ai le sentiment que rien n'est valorisé de ce qu'on fait, quoi, et que c'est systématiquement des critiques, ce qui devient assez lourd. Donc il y a un moment, j'étais quand même, je pense que j'ai été quand même quelqu'un d'assez ouvert aux médias, assez spontané, peut-être un peu naïf, mais généreux, on va dire, et que là je dis bon, terminé. Je vais faire le strict nécessaire et je vais aller à l'essentiel et essayer en tout cas d'accompagner mon équipe donc jusqu'au premier match, donc c'était le Japon. Tout le monde a ce souvenir dans la tête, ce début de Coupe du Monde en 2007 où l'équipe de France avait débuté par une défaite. Aujourd'hui, il faut se rassurer, il faut frapper fort. C'est le message affiché toute la semaine par les hommes de Marc Èvremont. Ils veulent gagner, mais gagner avec la manière pour également prendre de la confiance pour cette Coupe du Monde. Les Français ne sont pas favoris, ils sont outsiders. Bon, on fait pas un bon match, hein. Donc on est déçu, peut-être qu'on n'a pas suffisamment digéré le décalage horaire, donc je regrette de se rater quelque part. Avec déjà un peu des contre-performances aussi, je trouve en tout cas, de la part de certains de mes leaders. Donc je suis pas content après le match. Et peut-être que je suis un peu abrupt vis-à-vis de certains et que je fais quelques déclarations qui plairont pas à tous. La France s'impose 47-21. Pourtant, à 10 minutes de la fin, les Bleus n'avaient plus que 4 petits points d'avance sur les Japonais. Ce qui vaut à Marc Èvremont ces mots dans les vestiaires. On est passé pour 15 éléphants face à des Japonais virevoltants. On n'a pas été loin du ridicule. Oui, je me souvenais pas de mes mots, mais effectivement, ils sont un peu abrupts. Parce que peut-être que j'aurais dû plus protéger
mon équipe et que déjà dans ce contexte de critique, ils avaient besoin d'être protégés et que peut-être voilà, j'ai été maladroit. C'est sans David Skrela, blessé et contraint de quitter le groupe en pleurs, que les Bleus affrontent le Canada pour leur deuxième match de poule. Il pleut ce jour-là et les Français s'imposent 46-19. Mais une fois de plus, leur prestation est médiocre. Alors pour créer un électrochoc avant le troisième match de poule contre les All Blacks, Marc Lièvremont décide d'opérer un changement radical au poste de demi d'ouverture. Bon, c'était quand même un pari un peu dingue, hein. Donc je me souviens de cette scène où je débarque dans la... D'abord je vais voir François Tranuc, hein, pour lui dire que j'ai le sentiment qu'il n'en fait pas assez, évidemment qu'il ne porte pas l'entière responsabilité de ces matchs peu aboutis, mais que pour moi, il doit s'impliquer plus. Et derrière, je vais voir Morgane Parra, qui partage sa chambre avec Julien Bonner, qui est un peu son papa. Et donc je propose à Morgane, là, quelques jours avant de donner la composition d'équipe. Et le lendemain, il vient me voir. Et il me dit j'accepte, il me dit bon et là je file à la musculation parce que je vais avoir besoin de me muscler, je me souviens très bien de ce qu'il me raconte. Et on passe une belle semaine parce qu'évidemment jouer un match contre les Blacks, même si c'est un match de poule, j'ai le sentiment qu'on passe une bonne semaine et que Morgane amène énormément. C'est dans le mythique Eden Park d'Auckland que les Bleus ont rendez-vous avec les All Blacks le 24 septembre. Devant leur public, les Néo-Zélandais donnent une leçon de rugby aux Français. Victoire 37-7. Dans les vestiaires à chaud, peut-être pour la première fois de la compétition, je la valorise curieusement, cette défaite, auprès des joueurs. Et je leur dis c'est bien les gars, c'est bien, regardez, vous voyez bien que vous avez rivalisé physiquement, que vous avez trouvé des espaces, que vous avez franchi. On a été maladroit au moment de concrétiser, notamment en première mi-temps, et on a été naïf sur certaines grosses erreurs défensives. Mais la base est là, quoi, et ce match nous servira si on retrouve ces mêmes adversaires. Et puis il y a cette conférence de presse derrière, je m'en souviens. Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord ? Par nature aussi, je suis fondamentalement pas très langue de bois, alors pas toujours diplomate non plus, certes, mais que là, voilà, j'étais dans ces sentiments, encore une fois, de satisfaction et en même temps de la frustration, parce que le score était lourd, que évidemment, les gens, et c'est normal, c'est leur boulot, ne voient que le score, et puis cette phrase-là, bon, elle a fait beaucoup parler. Je sais que certains ont extrapolé. Je me souviens d'un journaliste de l'équipe qui avait dit que j'avais insulté la France en étant grossier en conférence de presse. Bon, toujours est-il qu'elle a plu malgré tout et qu'elle a généré, malgré moi, un sentiment de sympathie. J'ai eu, dans les jours qui ont suivi, un appel du président de la République de l'époque, hein, Monsieur Nicolas Sarkozy, qui m'a appelé en me disant « Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai envie de répondre comme vous à des journalistes et vous m'avez fait tellement plaisir. » C'était assez surréaliste et en même temps assez drôle. Mais bon, ça reste anecdotique, hein, et l'essentiel était que derrière ce match contre la Nouvelle-Zélande, et peut-être parce que j'ai un discours un peu plus positif, on livre une belle semaine d'entraînement et de préparation et qu'on est effectivement quasi certain d'être qualifié, sauf scénario catastrophe. Et que ces scénarios catastrophes, eh bien, il va quasiment arriver quoi, contre les Tonga. Lors du dernier match de poule contre les Tonga, les Français s'inclinent 19-14. Une défaite inimaginable qui ne les prive pas pour autant du quart de finale. Le soir du match, je suis tellement triste et en même temps tellement en colère et en même temps que j'ai envie, mais de manière peut-être maladroite encore, hein, de secouer mon groupe à la fois, de leur dire mais putain les gars, on n'a pas le droit de passer à côté de l'événement. Je me souviens que j'ai essayé de provoquer une troisième mi-temps qui ne prend pas, où chacun s'en va avec ses proches parce que les familles nous avaient rejoints, où le groupe n'est pas ensemble. Je me souviens d'exprimer mon ras-le-bol avec Fabien Pelouse qui était là, de dire mais putain, c'est incroyable, je suis presque autant déçu par ça, quoi, qu'il n'y ait pas cette volonté de se dire les choses après ce match, alors qu'on est vivant, alors qu'on a la chance de jouer un quart de finale contre l'Angleterre, et qu'il faut cette prise de conscience, quoi. Et le lendemain, c'est vrai que je me suis un petit peu du discours un peu musclé, je remets en question certains des joueurs en les nommant, et ils n'aimaient pas toujours ça. William Sarvat notamment, qui était un garçon qui était hyper influent. William, je sais qu'il avait une influence énorme sur Thierry du Sautoir, que c'était notre taulier. Je me souviens de lui avoir dit, William, mais c'est ça ta Coupe du Monde, t'en as vécu qu'une seule, quoi. Et peut-être que c'est de la maladresse, mais et je dis ce match contre les Tonga, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas le débriefer, je ne veux pas le travailler avec vous, ça sert à rien. Ça sert à rien par rapport à ce que vous avez montré la semaine précédente en termes de contenu. On ne s'est pas investi.
Maintenant, c'est à vous les gars. Et je provoque, hein, pour moi en tout cas, ce que certains vont appeler une autogestion, en tout cas une prise de conscience des joueurs. Je me souviens qu'on se dit les choses aussi, que c'est un peu heurté au début. Je me souviens d'un entretien entre quatre yeux avec Thierry Dussautoir. On est quasi en larmes tous les deux, quoi, parce qu'on a le sentiment et en même temps on s'est dit des choses un peu dures avec Thierry, et ce lien affectif qui nous liait s'est un peu distendu à ce moment-là. Mais globalement, je leur dis les choses, quoi. Et à un moment, je dis à mon staff, il faut laisser les joueurs ensemble. Et la dernière image que j'ai en quittant cette salle, c'est les 30 mecs qui sont décidés à se parler. Je les vois bras dessus, bras dessous, et l'image, elle est belle dans mon souvenir, en se disant, bon, les gars, c'est un peu surréaliste, hein, parce qu'on voilà, on est passé proche d'une catastrophe, on est dans une forme d'humiliation ressentie par tous. Il y a évidemment ce climat de critique extrêmement violent. Et je vois cette belle image qui est source d'espoir pour moi. 2 heures après le sermon de Marc Yèvremont, les joueurs se retrouvent entre eux en chemise blanche, short et claquettes. Au bout d'un moment, je dis au serveur, bon, on va arrêter les boissons quand même, il est assez tard, genre 1h et compagnie. Je dis, les gars, on reste dans l'hôtel, hein, c'est pas la peine de sortir un petit peu éméché de l'hôtel, et tous les journalistes, Le Monde et compagnie, avec notre piètre performance de la veille. Et le lendemain matin, avec Joe Mazot, le directeur de l'hôtel et un serveur de l'hôtel viennent nous voir pour nous dire qu'un des joueurs, en fin de soirée, parce qu'il voulait encore boire et que ça lui a été refusé, a mis un coup de tête au serveur. Et je me dis, on est bien là. On est bien parce que, évidemment, les mecs vont en parler à la presse, qu'on va être obligé de sanctionner ce joueur. Et ces mecs ont été extraordinaires, d'une dignité, d'une classe. Ils nous ont dit, nous, on aime le rugby, on aime la France, on est des hôtes et on tient à ça. Et le mec était bourré, il a été con, il n'a pas cassé le nez dans mon serveur. Il était bourré et on ne voit même pas vous donner le nom du joueur. Et avec Joe Mazot, je m'en souviens... on prend les joueurs et on dit évidemment que si on avait le nom et si les gens étaient pleins, ce mec-là rentrait en France. Et quelques jours plus tard, ce joueur a avoué que c'était lui, et dans un discours qui était assez émouvant, en disant voilà, l'abruti qui a mis le coup de casque, c'est moi. C'était assez touchant quelque part. Et voilà, il y a eu de l'excès des deux côtés. C'est peut-être anecdotique, mais ça résume aussi ce climat de tension où il y a eu tout et n'importe quoi. Et je leur dis parfois, à plusieurs reprises, qu'il faut aussi qu'ils soient capables de se dire les choses aussi, y compris les choses qui fâchent, et pas être que copains. Mais toujours est-il que cette révolte, elle a lieu, et y compris contre moi en partie. Même des garçons comme Nicolas Mas, de qui j'étais très proche parce qu'on est issus du même village, c'était un de mes meilleurs amis de mes frères jumeaux. Il y a une distance, William Mofi qui est un petit peu vexé. Enfin, je suis dans mon projet encore quand même malgré tout, quoi. Et j'ai jamais été un dictateur qui avait la volonté de marquer les esprits, de diriger de manière arbitraire, d'être autoritaire, voire faire preuve d'autoritarisme. C'est une semaine qui est très paradoxale parce que je me suis senti très seul, même si j'étais très entouré, encore une fois, par toutes ces marques d'estime des uns et des autres que me renvoyait le grand public, mais aussi mon staff, et en même temps une distance que j'accepte. J'aurais préféré que les choses soient autrement quelque part parce que j'avais de l'estime pour mes joueurs, mais il y a un moment dans ce contexte-là, et donc je me sens aussi seul, où je dors très mal, mais en même temps je me sens porté par une énergie, et puis je sais que ce match-là contre l'Angleterre, il va être bien sûr décisif parce que c'est un quart de finale, mais que soit il nous ouvre les portes de quelque chose de grand, soit on rentre en France et de manière un peu piteuse, quoi. Marc Yèvremont et ses joueurs sont au bord du divorce et beaucoup de questions se posent. Le groupe peut-il vivre en autogestion ? Quelle marge de manœuvre a encore le sélectionneur des Bleus ? Pour découvrir la suite de cette aventure mouvementée, rendez-vous dans le prochain épisode des Géants du rugby.